Salut tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valérian de Jumanji 2030, startup studio qui travaille sur réinventer nos modes de vie dans les limites planétaires. Et plus particulièrement depuis maintenant 1 an et demi sur quelque chose qui s'appelle le Steward Ownership, sur la gouvernance d'entreprise, sur le partage de la valeur. Et donc on est en train de porter un mouvement autour du Steward Ownership et d'autres manières d'entreprendre, d'autres mythologies, d'autres structurations. Dans ce travail qui est quand même complexe, un peu nouveau, on interroge aussi d'autres entrepreneurs qui ont de l'avance. Et donc aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Rodolphe Landman qui est là, qui va nous rejoindre pour parler de son parcours à lui. Salut Rodolphe. Salut Valérian, bonjour tout le monde. Cool, merci de nous accorder ce moment d'inspiration et de partage. Je sais que tu es assez cash, assez transparent, donc je pense que ça va être cool. Est-ce que je peux te demander de te présenter à ta sauce rapidement pour... Bien sûr. Donc, je suis artisan boulanger. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai monté un réseau qui porte mon nom, qui s'appelle Maison Lendemain, qui a une trentaine d'établissements entre Paris et Tokyo. J'ai commencé l'aventure en 2007, après une formation chez les Compagnons du Devoir. Le principe, c'est de tourner 1 an par ville et de se former au métier qu'on a choisi. Dans ces maisons compagnoniques, on a une vingtaine de métiers manuels. C'est assez intéressant pour ceux qui aiment le voyage et qui veulent apprendre différentes techniques. Donc, c'est des parcours entre 5 et 7 ans. Et après une première installation, donc en 2007, comme je le disais, dans une maison que j'avais fait d'ailleurs mon prestage chez les Compagnons, c'était assez marrant de se dire que 10 ans après, j'ai acheté cette maison. J'ai monté avec ma femme Yoshimi, qui est japonaise, Maison Landman, qu'on a développée en succursale entre Paris et Tokyo. Et un peu plus tard, apporter des projets singuliers dont on va parler aujourd'hui, qui sont basés essentiellement sur la végétalisation de l'offre, puisque je suis moi-même végétalien, avec diverses entreprises, une start-up qui s'appelle Yumgo, qui a pour but de remplacer les œufs dans les recettes, et un réseau de boulangerie-pâtisserie 100% plant-based qui s'appelle Len & Monkey et qu'on développe principalement en franchise. Voilà. Ok, canon. Et autour de ça, mais on y reviendra, toute une réflexion sur la structuration de ton groupe et de qu'est-ce que tu fais de sa propriété, sa gouvernance et ses profits, en fait. Et donc, qui est en plus du fait que tu as une mission dans tes entreprises, ça va beaucoup plus loin. Donc, on va creuser ça aujourd'hui. Curieux, parce que tout le monde en a un. C'était quoi, toi, ton déclic environnemental, un peu de tiens, je monte une boulangerie, ouais, en fait, il faut que tout soit en regen, je vais lancer d'autres projets. C'est quoi mon Eureka? En fait, moi, ça commence il y a une douzaine d'années, dans un contexte où mon entreprise était assez mature et fonctionnait déjà très bien. Mais je rembrasse des sujets d'éthique animale. J'ai grandi dans une famille qui était sensible à la cause animale et notamment les animaux d'élevage, puisque mes parents étaient végétariens. Et puis, tu sais, il y a tout le décollage et puis tu es happé un peu comme un vortex dans les affaires. Et puis, tout d'un coup, quand le vaisseau se pose un peu, tu fais une petite introspection et tu regardes où tu en es, tu fais un petit point où tu regardes dans ton rétroviseur. Et moi, ça a commencé comme ça, où j'ai repris une alimentation végétarienne puis végétalienne. Et là, il y avait une dichotomie qui s'est créée dans mon groupe où, en fait, je travaillais énormément de produits d'origine animale, de sous-produits d'origine animale. Et d'un côté, et de l'autre, je les mangeais plus parce que pour des raisons, comme je le disais, morales et éthiques vis-à-vis de la condition animale, je refusais de consommer ces produits. Et en fait, en creusant et en lisant, en m'acculturant à ces sujets de l'impact de l'assiette sur la biosphère, j'ai découvert justement que j'appartenais à une industrie qui avait un rôle prépondérant à jouer sur les grands enjeux du XXIe siècle, puisque j'ai découvert que pratiquement la moitié des gestes éco-citoyens, c'était la façon dont on se restaurait. Alors, c'était pas un cadeau, parce que j'appartenais à cette industrie. Et quand tu prends conscience de ça, tu te dis, moi, j'avais évolué en tant que citoyen en devenant végétalien et je me disais, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire ma part? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer d'abord des recettes végétariennes et végétaliennes au sein de Maison Landman. Et ce projet un peu singulier qui était finalement de végétaliser
un métier aussi traditionnel que le métier de la boulangerie-pâtisserie, parce qu'il faut savoir que dans ce métier-là, on utilise énormément de sous-produits d'origine animale, parce que le pain, par essence, c'est vegan, mais par contre, la pâtisserie, la viennoiserie, la petite restauration, c'est énormément de produits basés sur les animaux, notamment le beurre, la crème, le lait, les œufs. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née un petit peu cette idée, cette envie. Alors je vais citer quelques chiffres pour l'auditoire, c'est toujours intéressant de se le redire, pour montrer l'impact qu'on a en végétalisant, positif qu'on a en végétalisant son alimentation. Avec 2 terrains de football, vous nourrissez 14 personnes vous nourrissez une seule personne qui est omnivore, et avec cette surface-là, vous nourrissez 14 personnes qui sont végétaliennes. Donc c'est un facteur 14, c'est dire l'impact positif de végétaliser son alimentation. Les 3/4 des terres qui sont cultivées dans le monde sont cultivées pour nourrir des animaux, et non pas des animaux, enfin des humains, des animaux non humains, qui sont ensuite abattus dans des conditions atroces, bien sûr. Et surtout, à côté de ça, un être humain meurt de faim toutes les 5 secondes. C'est-à-dire, on a les ressources pour produire suffisamment de nourriture pour nourrir l'humanité dans son entièreté, mais qu'aujourd'hui, en fait, il y a une compétition sur la culture entre, d'un côté, énormément de production de soja, de maïs pour nourrir ce cheptel monde, et de l'autre, des problématiques pour juste nourrir des gens qui sont dans le besoin. Okay. Voilà, donc pour faire un petit peu, pour poser les bases de la façon dont moi, petit à petit, je suis venu à imaginer faire naître ces projets entrepreneuriaux un peu disruptifs. Ok. Et donc, ouais, donc tu pars d'un business, tu commences à aligner le business model, ce qui fait avec toi, tes valeurs, ce en quoi tu crois. Donc ça, c'est un peu étape 1 et hyper intéressant, mais je voudrais qu'on creuse l'étape 1, ce que je considère l'étape 2, de dire, ok, maintenant, j'ai un business qui, de manière générale, est aligné avec mes valeurs, mais structurellement, il y a encore d'autres étapes, notamment de gouvernance, de propriété. Et donc, je trouve que souvent, les gens s'arrêtent là. Ok, j'ai un business à impact qui fait pas du mal, ça suffit. Et là, ce que je voudrais creuser avec toi, c'est c'est quoi l'étape d'après donc, si tu peux décrire un peu ça, et puis on peut prendre un peu de temps pour vraiment décapsuler tout et comprendre comment tu as réfléchi à ta structure. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est de se dire que n'importe quelle industrie qui choisit de rendre plus efficient son business, quelle que soit l'industrie, grosso modo, il va chercher 30% d'efficience. C'est bien d'expliquer dans les parcours de la CEC pour ceux qui l'ont fait ou qui souhaitent le faire. C'est qu'en fait, quand vous appartenez à une industrie, que vous comprenez en fait les problématiques qu'il y a devant nous, la grande descente énergétique, l'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique, etc. En fait, si vous actionnez tous les leviers de votre industrie, de votre entreprise, vous allez gagner 30% d'efficience. Donc 30%, c'est vachement bien, mais c'est pas suffisant pour tous les grands enjeux auxquels on va devoir affronter dans les décennies à venir. Donc, l'envie d'aller encore plus loin dans la démarche. Et quand on a construit, moi, quand j'ai construit cette marque-là, bien sûr, il y avait la volonté donc d'être plus efficient et de faciliter les transitions douces vers une alimentation plus végétale. Et tant qu'à discuter, on avait envie d'aller plus loin. Enfin, moi, j'avais envie d'aller plus loin et je suis reparti du feuille blanche en écrivant toutes les problématiques qui étaient liées à mon industrie. Par exemple, il y a énormément de plastique. On a supprimé le plastique. Il y a un problème avec la protéine animale qui n'est pas efficiente. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, on enlève la protéine animale. Il y a un problème avec la répartition de valeur, on capte les plus gros salaires de l'entreprise. Il y a un problème avec la mission globale que ce que pourrait être une entreprise au XXIe siècle. On lui donne un but, une mission qui correspond et qui est en lien et en cohérence avec ce qu'on a évoqué. Et j'ai découvert bon an, mal an, en fait, ces sujets de fondation actionnaire. Parce qu'au départ, quand on veut faire de la philanthropie, n'importe quel entrepreneur, ce qu'il fait tout bêtement, c'est qu'il fait un chèque à la fin de l'année, il soutient des associations. Et moi, j'avais envie de redonner une aspérité très différente à mon entreprise et que ça soit quelque chose de beaucoup plus protéiforme, qui réconcilie un peu tous ces sujets-là, qui est d'une part créer de la valeur, mais d'autre part amender des projets qui sont en lien avec les grands enjeux. Alors, je le résume très rapidement comme ça, mais c'est venu bien sûr step by step par des rencontres aussi. Moi, la rencontre qui a été prépondérante, c'est ma rencontre avec Virginie Segers, qui celle qui milite pour les fondations actionnaires et qui a monté Profil. Et donc, j'ai trouvé ça très beau, très élégant. Et l'idée que mon entreprise et mon organisation humaine à but lucratif soient au service d'une cause un peu plus grande que la seule qui est d'enrichir un président fondateur ou des actionnaires,
eh bien, c'était en cohérence avec l'ensemble et je trouvais ça très élégant. Et du coup, j'avais cette envie et cette motivation en tant que d'abord citoyen et ensuite en tant qu'entrepreneur d'œuvrer encore plus fort sur ces grands enjeux-là et cette forme, cette nouvelle façon de concevoir l'entreprise un peu plus protéiforme et de réconcilier des sujets normalement qui sont un peu comme l'huile et l'eau séparés m'a plu énormément. C'est comme ça que j'ai mené ce projet de créer un fonds de dotation et de me déposséder d'une partie du capital pour amender des sujets qui étaient en cohérence avec l'ensemble. Ok. Et je veux bien qu'on reparte du début juste pour bien comprendre, parce que c'est hyper intéressant. Je connaissais pas ce chiffre de 30%. Si j'ai bien compris, c'est si tu es en optimisation du moins, de pas de gâchis, etc., tu es à moins 30%. Et ensuite, pour péter ce mur de verre de 30%, il faut que tu commences à vraiment faire des changements structurels, enfin, d'input. Mais tu peux aller plus loin que 30% dans ton business quand même, du coup, si tu passes au zéro plastique, au vegan, etc. En fait, c'est ce qui ressort des calculs qui ont été faits un peu par les scientifiques, par ceux qui bossent sur ces sujets-là. En gros, dans ton industrie, tu comprends les problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, tu actionnes tous les leviers forts. Pour moi qui suis dans la nourriture, le levier le plus fort, c'est vraiment la protéine animale. C'est-à-dire qu'en fait, la perspective de réaliser son offre, c'est là où tu vas gagner beaucoup d'efficience sur la décarbonation, l'économie d'eau, l'économie de terre arable. D'ailleurs, il y a tous ces sujets de triple contact qu'on a essayé de plugger aussi dans notre modèle dont on va parler tout à l'heure. Mais c'est de dire, voilà, c'est très bien. Et d'ailleurs, quand on a fait les calculs, parce que nous, on a fait un petit audit avec le Shift Project, où on a demandé de prendre une boulangerie Maison dans le Maine et une boulangerie Land & Monkey et de voir ce qu'on gagnait en efficience à végétaliser notre offre. Bim, on tombe à peu près sur ces 30% de décarbonation, etc. Ah ouais, quand tu fais au max, tu es à 30%, quoi. C'est ça. Vraiment... C'est ça. Ah ouais, donc c'est presque... C'est vrai que c'est ouf, mais c'est que 30%, quoi. Voilà. Alors, c'est bien. C'est vraiment un bon pas. Ce serait déjà énorme que tout le monde actionne les leviers qu'il a au sein de son industrie. Mais l'idée que l'entreprise puisse être aussi quelque chose qui soit autre qu'un prédateur pour les écosystèmes et qui participe finalement par sa création de valeur quand elle est bénéficiaire. J'aime beaucoup l'idée du dividende écologique de la Maïf ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'elle participe à financer toute la transition à n'importe quel niveau. Parce qu'il faut imaginer qu'en fait, si tout le monde faisait comme ça, si ce modèle était naturel, il y aurait énormément d'argent qui se déverserait sur le milieu associatif, philanthropique et qui mènerait des projets de transition agroécologique, énergétique et j'en passe et des meilleurs. Et donc, cette entreprise qui prend ses responsabilités finalement et qui tend vers des modèles dits régénératifs, qui sont pour l'instant peut-être encore une utopie, mais l'idée qu'en fait, elle participe plus à régénérer qu'à détériorer. Et du coup, elle devient un acteur du tissu sociétal positif dans le sens où elle amène des projets de régénération, de réparation, de restauration des écosystèmes. Gardons en tête que 75% du business dans le monde dépend d'écosystèmes en bonne santé. Ok. Ouais, donc intéressant que tu dises, donc tu t'es entouré du Shift Project, enfin, t'expliquais un peu plein d'étapes et à un moment donné, je me dis, mais il n'a pas fait ça tout seul. Il a fait ça tout seul ou il s'est entouré d'autres gens. Et donc, tu dis que tu as bossé avec le Shift Project. Ils ont fait une mission de conseil, d'audit. Alors, ce que j'ai demandé au Shift Project. Ces étapes, elles m'ont fait penser à Bicorp aussi sur la mission et la partie sociale, etc. Bien sûr que c'est des étapes, c'est des step by step. Tout ça s'est fait de façon incrémentale avec une réflexion. Et puis, en fait, quand on découvre l'ampleur des enjeux auxquels on fait face, bien sûr qu'il n'y a pas tout qui arrive comme un seul homme sur une page blanche et qu'on écrit la façon dont on va réorganiser son groupe. La radicalité au sens racine du terme, elle est venue avec le temps en découvrant qu'en fait, on n'avait pas de solution que d'être d'une certaine façon radical dans notre approche globale, que ce soit une approche humaine, environnement sociétal ou en termes d'entreprise. Et ça me plaisait déjà de découvrir quelque chose qui était nouveau et de sortir de cette idée que l'entreprise est uniquement à but lucratif et n'a que cet objectif de créer de la valeur. Ouais. Donc, je me suis acculturé aussi, j'ai lu pas mal de choses sur l'entreprise et vu que, par exemple, au 19e siècle,
l'entreprise, elle n'avait de raison d'exister que si elle venait à une réponse sociétale à l'époque. Si finalement, elle n'avait que de sens dans la société. Et petit à petit, la finance, le pas et le pouvoir de l'organisation humaine. Et aujourd'hui, l'idée même qu'une entreprise soit aussi une réponse, soit un problème de société, soit un problème environnemental, ou les deux, et que la contrainte de la RSE finalement devienne quelque chose qui soit une force, c'est-à-dire de la mettre au cœur du dispositif, l'idée générique me plaisait. Et en fait, ce qui me plaisait aussi, c'était de voir si c'était qu'une utopie, si c'était en fait pluggable dans nos organisations, parce que quand sa culture a toute cette science et qu'on écoute et qu'on lit divers profils qui nous acculturent sur ces grands enjeux-là, et après qu'on tente de les mettre, de les plugger dans nos organisations lucratives, dans nos entreprises, ce qui m'intéressait de voir si on était capable de passer de la thèse à la pratique, et si finalement, en fait, ces taiseux, et je mets ça entre guillemets, c'est pas péjoratif dans ma bouche, et les idées qui soulevaient étaient envisageables dans nos modèles. C'est ça qui m'intéressait aussi, donc c'est concrètement de le concrétiser dans mon entreprise et de voir si on pouvait passer de l'utopie à quelque chose de très pragmatique et qui fonctionnait. Ok. Et du coup, ça a pris combien de temps un peu cet état des lieux pour commencer à poser le décor sur la transformation? Alors, c'est vraiment plein d'étapes successives, et c'est d'abord des étapes de transformation de l'entrepreneur. Hein. C'est d'abord se transformer soi-même avant de transformer ses modèles, parce que sinon on n'est pas en cohérence avec l'ensemble, et en fait ça reste un épiphénomène dans le groupe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une transformation profonde de celui qui porte ces sujets-là et qui est vraiment animé de l'envie profonde de changer, parce qu'on sait que la conduite du changement c'est compliqué, et c'est tellement singulier qu'il va falloir porter à la connaissance de ces cadres, de l'entreprise, ces changements de paradigme qui sont assez forts. Quand on fait naître des projets complètement disruptifs, quand on transforme la société, quand on propose des nouveaux modèles, une nouvelle direction, un nouveau cap, ça demande énormément de volonté d'embarquer l'ensemble de l'entreprise dans ces grands changements qui font peur. On sait que l'être humain, il est averse au changement. Et puis en plus, on marche un petit peu dans une route un peu, on marche dans l'inconnu quelque part. Donc il faut aimer un petit peu être pionnier et aller sur des voies qu'on maîtrise pas très bien parce qu'elles sont nouvelles. Et du coup, moi, ce que je veux dire par là, c'est que forcément, ces étapes, elles se sont faites step by step. D'abord, en proposant un business model qui fonctionne pour pas que ça reste une utopie, et ensuite en allant encore plus loin dans ce côté protéiforme, polyforme d'une entreprise dans lequel il y aurait une fondation actionnaire, et puis après en allant encore plus loin en essayant d'adopter une comptabilité différente, je pense notamment à la comptabilité en triple capital, etc. Donc en fait, c'est vraiment des étapes successives, en faisant le choix bien sûr d'être radical dans notre approche, mais en veillant à garder quand même un business model qui soit durable et pérenne, pour montrer aussi que c'est possible. Parce que sinon, si tous les projets qui sont radicaux et qui sont un petit peu utopiques échouent, ça renvoie un signal au marché un peu mauvais, à tout le monde, de se dire finalement, quand on essaye de faire de l'ESS ou des transformations radicales ou des US ou des choses comme ça, enfin de l'impact pour parler très simplement, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc c'est d'y aller progressivement en gardant le cap de la radicalité et en transformant encore plus profondément son modèle pour qu'on passe de quelque chose qui sur le papier semblait ne pas pouvoir fonctionner, qui finalement devient une entreprise avec une mission un peu différente, mais qui reste une entreprise. C'est-à-dire que la différence avec une association, c'est qu'on crée notre propre valeur et qu'on ne va pas demander du soutien financier. Voilà. Ok. Tu parles de toi, ta transformation intérieure. Est-ce que tu t'es fait accompagner là-dessus, ou c'était que en perso en lisant? Est-ce que tu as fait former d'autres gens autour de toi là-dessus pour qu'eux aussi avancent? Alors, il y a 12 ans, quand on parlait de ces sujets, il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient 2013, 14, 15, quand tu parlais de végétalisme, transition agroalimentaire, transition énergétique. Enfin, tous ces sujets, ils étaient un petit peu moins dans les médias mainstream que maintenant. Ouais. C'était un peu nouveau. Et du coup, moi, je me suis vraiment profondément mis dans les lectures pour embrasser ces sujets-là. Et il y a une grande période d'introspection pour essayer de matérialiser tout ça et de comprendre la problématique globale. Parce que finalement, quand on comprend bien la problématique
on pose la bonne question. Et quand c'est la bonne question, il y a souvent la réponse dedans. Donc, c'était d'abord de bien comprendre le problème, bien comprendre les enjeux. Moi, ça passe par le livre que j'aime bien lire, et ça passe par l'introspection. Et je ne me suis pas forcément plus fait accompagner parce que moi, j'ai rejoint des réseaux, des collectifs qui étaient sur cette transition-là et qui comprenaient ce qui était en train de se passer, tous ces grands enjeux-là. Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est rejoindre des collectifs qui sont sur cette voie-là, c'est ultra important parce que ça permet de pas rester seul et de rester dans cette anxiété potentielle quand on comprend l'ampleur des enjeux, et puis de pouvoir échanger avec des gens qui sont sur cette voie-là, de se motiver et de garder un cap. Donc moi, donc ça s'est fait par la lecture, par l'introspection, par des échanges avec des profils qui étaient déjà sur ce chemin-là. Ok, bah forcément, j'ai envie de te demander 2-3 recos de collectifs, toi, qui t'ont aidé, pour ceux qui écoutent. C'est pas forcément des collectifs, c'est plus des rencontres humaines qui faisaient écho. Tu vois, des rencontres humaines de gens qui se posaient les mêmes types de questions et qui arrivaient aux mêmes conclusions dans un écosystème à l'époque qui majoritairement ne mettait pas ce genre de sujet en évidence. Okay. Voilà. Même moi, à l'intérieur de mon entreprise, quand j'ai amené ces sujets-là, ça a été assez difficile, en fait, finalement. Donc voilà, donc c'est plus rencontré par hasard, c'est au hasard des rencontres de gens qui étaient sur la même voie. Ok. Voilà. Cool. Ok, bah, je veux bien qu'on mette un peu le projecteur sur la partie gouvernance et fondation d'entreprise. Parce que c'est un peu là que je trouve que tu es en train d'aller plus loin que tout le monde. Donc, dans la discussion d'avant, tu nous dis, OK, rencontre avec profil. Je pense qu'on n'a pas besoin de les présenter. Ils sont faciles à trouver, ils sont en avance. Comment ça se passe ensuite, quoi, entre, OK, j'ai pigé pourquoi, j'ai envie de le faire, combien de temps ça prend, combien ça coûte, enfin... Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Moi, ça a été la compréhension. 2, le changement, comme je le disais, de moi, ma propre personne, accepter. Moi, j'étais l'archétype de l'entrepreneur qui voyage dans le monde entier. J'ai des affaires au Japon. J'étais consultant pour plein de grandes chaînes d'hôtels. Je voyageais en business. Et c'était ça ma vie d'avant, de comprendre ces grands enjeux-là. Donc, la transformation personnelle, citoyenne, la transformation du modèle, comme on l'a dit tout à l'heure, de nos sociétés, donc plus d'efficience. La compréhension, la découverte d'un outil nouveau, donc la fondation actionnaire qui te permet d'aller encore plus loin dans la démarche du régénératif en fléchant une partie de la création de valeur de ton groupe. Et donc, je disais tout à l'heure, moi, quand j'ai découvert cet outil-là, en 3e étape, j'ai été très à l'aise et je me suis dit, très à l'aise et très enjoué à l'idée de pouvoir œuvrer encore plus fortement. Et encore une fois, c'est des découvertes, des lectures qui m'ont amené à comprendre ce qu'allait être la mission du fonds de dotation, le fonds de dotation Demain sur Terre qu'on a créé, donc qui est actionnaire des holdings. Et ça a été les lectures et les découvertes, parce que je suis très sensible, bien sûr, à la cause animale et à la cause animale sauvage, la cause animale dans tout son ensemble et la biodiversité, le vivant dans son ensemble. J'avais à cœur, finalement, de participer via mes ressources d'entrepreneur à aller vers des projets dits régénératifs. Et moi, je me suis, c'est des lectures, encore une fois, et notamment la découverte du travail de Morisot, Baptiste Morisot et Gilbert Cochet sur le rewilding, le réensauvagement, parce que j'étais très anxieux en lisant les chiffres de l'effondrement de la biodiversité. Rappelons qu'en quelques décennies, on a perdu les 3/4 des mammifères et qu'en quelques années, là, en 10-20 ans, on a perdu 80% des arthropodes. Donc, c'est un effondrement massif et soudain de la vie sur Terre, pour des raisons qui sont des raisons purement anthropiques, humaines, qui sont diverses et variées. C'est multifactoriel, mais principalement la perte des espaces sauvages et la chimie. Et du coup, je me suis dit, comme j'avais un business model qui transitait vers ces sujets-là et que je créais de la valeur, j'avais envie de participer à mener des projets en lien avec les territoires, et notamment en France, ne pas faire cette fameuse compensation dans des pays lointains, mais aller sur le territoire porter des projets très concrets. Et c'est comme ça que, via le fonds de dotation, on a pu acquérir 200 hectares en Normandie et mener des projets dits régénératifs, c'est-à-dire soustraire
les activités anthropiques sur une surface donnée et l'auditer scientifiquement. C'est ce qu'on fait via le projet du COSTIL sur les 200 hectares en Normandie. Et grâce au fonds de dotation, c'est avec une partie de la valeur, acheter des grandes surfaces, les laisser en libre évolution, les auditer scientifiquement et surtout faire du plaidoyer de l'essaimage, c'est-à-dire amener divers écosystèmes sur site, leur montrer les bienfaits de la libre évolution et du rewilding et leur dire que finalement on a des moyens très simples d'endiguer l'effondrement de la vie sur Terre, qui est de soustraire les activités humaines sur des grands territoires. Je rappelle que c'est écrit noir sur blanc dans le dernier rapport du GIEC, qui parle de 30% des surfaces émergées sans activité humaine sous peine d'effondrement des écosystèmes. Et en fait, c'est même pas que de altruisme pur, parce que 75% de la création de valeur dans le monde dépend d'écosystèmes en bonne santé. Donc en fait, le business dans le monde, pour le dire simplement, dépend du vivant, de la nature et d'écosystèmes en bonne santé. Donc en fait, quand tu participes d'une certaine façon avec ce fameux dividende écologique à restaurer les écosystèmes ou à les préserver ou à les régénérer, tu protèges d'une certaine façon aussi la civilisation, les entreprises, notre modèle monde. Donc c'est pas qu'un altruisme pur finalement, c'est du bon sens. Et du coup, voilà, donc comme avec cette vision globale de la mission de l'entreprise et ces initiatives portées directement sur le territoire, eh bien, on a quelque chose de très concret. On a une entreprise avec un sous-jacent qui a transformé son modèle pour moins peser sur la biosphère et qui œuvre pour une transition vers une alimentation un peu plus végétale, pour moins peser sur les écosystèmes, comme on le disait, et une partie de la valeur qui va pour le regen en rachetant des grandes surfaces et en les laissant en libre évolution et en auditant scientifiquement ce qui se passe dans un espace réensauvagé, j'aime pas ce mot-là, plutôt rewildé, renaturé. Et c'est beau en plus, et ça laisse des perspectives très belles parce que ça donne de l'espoir et ça fait du bien à tout le monde. Donc, nous, sur le projet du COSTIL, on a une association qui mène 2 fois par mois des ateliers de reconnexion au vivant. Et on reçoit pratiquement toutes les semaines divers écosystèmes. On a reçu Arte il y a quelques semaines, Discovery. Dans 2 semaines, il y a France Info qui vient. On reçoit d'écosystèmes entrepreneuriales, start-up, des politiques, du grand public, des artistes, bien sûr. Et c'est un prétexte en se promenant sur ce lieu-là pour parler de ce qui est… Ça plante des graines. Ça plante des graines dans les têtes. Voilà. Et du coup, on fait acheter à plein de gens des surfaces, des forêts, pour leur dire, en fait, tu peux aussi, avec une partie de tes ressources, œuvrer et participer à sanctuariser, préserver le vivant. Ok. Et là, tout bêtement, pour revenir sur la fondation actionnaire, tu pourrais dire, ok, j'ai un groupe profitable, j'ai des dividendes, et puis je les utilise, et à côté, je vais faire mes activités philanthropiques, ce qui est quand même le cas de la majorité des gens qui font ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis pourquoi tu es passé par la version un peu intégrée de OK, il y a des parts de mon entreprise qui vont dans une fondation actionnaire. Et les questions sous-jacentes, c'est est-ce que tu avais aussi d'autres actionnaires ou est-ce que tu étais tout seul chez toi? Alors, tout seul chez moi, ce qui est plus facile, il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a un vrai sujet quand il y a des actionnaires d'arriver à convaincre l'ensemble de se déposséder d'une partie du capital. C'est indéniable. Et en fait, on va pas se mentir, il y a des profils qui aiment quand même l'idée de faire des choses assez nouvelles. Donc, j'aimais beaucoup cette idée-là, je la trouvais très très belle. J'ai été très inspiré, mais comme beaucoup d'autres, par ce qu'a fait Patagonia ou d'autres entreprises en Europe. Je pense à Carlsberg, je pense à Novo Nordisk, Novo Nordisk, qui est la plus grosse capitalisation boursière d'ailleurs d'Europe et qui l'histoire, elle est magique, elle est très très belle. Ce gars ce chercheur dans les années 30 qui découvre la pénicilline, donc qui sauve déjà par sa découverte des millions de personnes dans le monde et qui choisit de loger sa société dans une espèce de capsule à l'époque qui n'était peut-être pas une fondation actionnaire et qui était quelque chose qui servait les communs et qui a permis d'amender la recherche pendant près d'un siècle, la recherche scientifique. Et du coup, voilà, donc une entreprise qui se met au service des communs, je trouve l'idée très très belle et tout du moins elle est pragmatique et durable comparée au modèle du XXe siècle qui sont finalement pas pérennes et pas durables. Donc j'avais envie d'aller beaucoup plus loin. Alors je pense que
il y a pas mal d'approches. Il y a la sensibilité de celui qui est aux manettes et qui a envie de porter des projets plus ambitieux. Il y a le pragmatisme dont on a parlé tout à l'heure, c'était de protéger et régénérer les écosystèmes parce qu'on en dépend directement. Et donc, il y a plein de raisons finalement de porter ce genre de modèle différent. Et puis, il y a le bon sens, en fait. J'ai envie de dire que finalement, flécher une partie de la valeur des entreprises profitables vers des sujets de société, quels qu'ils soient. Parce que ce qui est beau dans la fondation, dans le fonds de dotation et dans une fondation, c'est qu'on peut choisir divers sujets. L'égalité homme-femme, la réinsertion sociale, l'éducation, enfin, il y a plein de sujets à balayer. Et se dire qu'une partie de la création de valeur du monde va vers les communs et va vers les communs pour tenter de faire société différemment, en fait, l'idée, elle est extrêmement élégante et elle n'est pas si compliquée à mettre en place. C'est juste un nouveau récit, une déconstruction de ce qu'on a reçu en héritage sur ce qu'était le modèle initial de l'entreprise. Et en fait, c'est juste du bon sens. Et je pense que si tout le monde le faisait dans 50 ans, tout le monde dirait « Ah bah oui, c'est bizarre qu'il y avait des modèles avant d'entreprises qui ne faisaient qu'enrichir un président fondateur ou des actionnaires. » Voilà, sur le papier, ce que je veux dire pour le lire encore plus simplement, ça fait complètement sens. Okay. Et ce que j'aime bien, c'est aussi de montrer que l'entreprise peut continuer à faire d'une certaine façon de la croissance, à se développer, malgré ce qui pourrait sembler sur le papier une contrainte, puisqu'elle se départit d'une partie de cette valeur créée, ce qui est faux. Oui, exact. Et ça coûte combien de se faire une fondation actionnaire? Ça prend combien de temps? C'est quoi les grands challenges pour passer les grands challenges, le plus grand des challenges, c'est l'acceptation mentale du fondateur de se déposséder d'une partie de sa valeur. Le reste, c'est là le truc. Quand on parle à des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont séduits par cette idée-là. Beaucoup. Le plus dur, c'est de passer, encore comme on le disait tout à l'heure, à le faire et à accepter de se départir. Donc, c'est vraiment une étape plus psychologique qu'une étape financière ou de complexité en soi juridique. Et attends, je veux bien creuser ce point parce que franchement, je sais pas, je me dis sur si j'ai 100 actions d'un groupe profitable, j'ai envie de faire de la philanthropie, j'en donne 20% à une fondation nucléaire. Franchement, c'est pas la fin du monde. Donc, j'ai en train de financièrement, ça me paraît pas énorme. Est-ce qu'il y a d'autres blocages de attends, en fait, je vais pas le faire aussi parce qu'en fait, c'est complexe. Il faut le mettre en œuvre, il faut le porter, il faut peut-être décider. Non, c'est même pas ça. C'est vraiment juste la thune, quoi. C'est vraiment ça. C'est en fait, je pense que le récit dominant d'un entrepreneur, et c'est comme ça qu'on mesure, entre guillemets, je mets des guillemets, sa performance, c'est le nombre de zéros, le chiffre d'affaires qu'il fait, etc. L'idée même de Virginie Segars, quand elle a proposé ce genre d'idée il y a 20 ans à l'Assemblée nationale, parce qu'elle a l'oreille des politiques, la réponse était, mais vous croyez franchement que les entrepreneurs vont se déposséder d'une partie de votre capital? Tu vois, c'était inconcevable. Et en fait, on voit bien aujourd'hui, tu sais, les choses changent et c'est très beau, que les gens ont envie de donner du sens à ce qu'il faut. Et quelqu'un qui, à un moment donné, je dis pas que c'est la norme, c'est faux de dire que c'est la norme, mais je dis dans certaines régions du monde, notamment je pense aux Landes allemands, au Danemark, où on a dit que les 3/4 des sociétés cotées avaient une fondation comme actionnaire, et dans les pays scandinaves, il y en a qui sont bien avancés sur ce sujet-là. C'est d'ailleurs ce qui avait mis la puce à l'oreille de Virginie pour travailler sur ce sujet-là en France. Et du coup, non, c'est vraiment pas des complexités financières ou juridiques, c'est vraiment l'envie et la motivation profonde de donner une autre aspérité à son entreprise. Okay. Ouais, c'est un super intro pour passer à la partie un peu Die with Zero, qui est la projection de ça, quoi, des 20% à autres. C'est ça. Juste pour comprendre. Alors déjà, je veux dire, s'il y a des questions, vous pouvez les écrire, on les recevra et on essaiera de les traiter à la fin. Mais donc là, aujourd'hui, toi, la fondation, elle a quel pourcentage du groupe? Et est-ce qu'elle a aussi, tu as parlé d'autres projets comme Land and Monkeys, etc. Est-ce qu'elle a aussi d'autres... Comment tu organises la fondation, donc comme c'est pas rétroactif, moi je suis allé petit à petit. La fondation, elle a 20% des titres de la holding qui chapeautent Land and Monkeys, mais elle capte 80% de la valeur créée par la holding. C'est qu'en fait, c'est pas forcément au prorata des titres qu'elle possède. Tu peux verser plus que les titres qu'elle possède. Ça qui est bien aussi.
Donc, en gros, pour le moment, tu gardes le contrôle quasi total. Exactement. Mais l'argent, l'argent va vers la philanthropie. Va vers la philanthropie. Voilà. Parce que les sujets, c'est intéressant parce qu'après, dans un deuxième temps, les sujets de gouvernance, gardons en tête que les entreprises logées dans un fonds de dotation vivent en moyenne 6 fois plus longtemps que les autres entreprises. Donc, il y a une notion de pérennité dans le projet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, post-mortem, le projet dure plus longtemps quand la gouvernance est située dans la partie philanthropique, et tout du moins quand il n'y a pas la capacité à mener une OPA sur la boîte, à la racheter, etc., puisqu'on a logé une partie du capital dans le fonds de dotation, inaliénable, et du coup, on préserve la mission de l'entreprise. Et c'est ça qui est beau. Et je pense que ça fait écho aussi beaucoup chez les entrepreneurs qui sont assez souvent au milieu par le continuum de ce qu'ils ont fait, c'est de se dire que finalement, derrière, la mission continue. Et ça, c'est joli. Donc après, il y a des sujets de gouvernance qu'on va pas traiter ici, qui sont un petit peu délicats parce qu'ils demandent un petit peu d'acculturation à la façon dont on va mettre, où est-ce qu'on va mettre la gouvernance. Parce qu'on peut avoir le capital du côté de la fonds de dotation et garder la gouvernance côté business. En fait, c'est un choix après qui va se porter sur est-ce qu'on laisse l'entreprise être libre de ses choix ou est-ce qu'on va mettre des garde-fous côté fonds de dotation pour que de temps en temps, si jamais l'entreprise sort de la mission de départ historique, on puisse mettre un petit red flag pour le dire attention, c'est pas ce pourquoi tu es né. Voilà. Okay. Et ça, c'est des sujets. Qu'on fasse un autre podcast là-dessus. C'est passionnant. Et c'est à la fois passionnant. Pourquoi ? Parce que c'est très lié à chaque cas de figure. Est-ce que le fondateur a des actionnaires avec lui ? Est-ce qu'il y a des enfants ? Est-ce qu'il y a un héritage, une transmission ? Est-ce que Mediapart, en fait, ils étaient venus témoigner pour nous expliquer la façon dont ils avaient fait leur montage pour pérenniser ce média indépendant et qu'il ne puisse pas être acheté par des hommes d'affaires. Et voilà, on tirera le nom. Et que la mission soit galvaudée, garder leur indépendance. Et en fait, ils ont fait appel à ce montage de fondation actionnaire en mettant un système en place de gouvernance qui lui permettait de maintenir et de pérenniser la mission de ce média indépendant. Mais comme l'a fait Patagonia et Chouinard, où il a travaillé beaucoup sur la pérennisation de la mission. Patagonia, il me semble que c'est 400 millions de dollars par an qui vont vers la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, etc. Et pareil, il a fait un montage avec une fondation de manière à préserver la mission de Patagonia dans le temps. Il y a donc quand même une précision, parce que ça, c'est quand même assez important, je trouve, dans les discussions Steward Ownership. Tu n'es pas en train de déposséder l'entreprise de sa capacité d'investissement. Tu es en train de dire, après avoir réinvesti, il y a des profits. Et là, ces profits-là qui habituellement jouent dans la poche de l'actionnaire, là, en fait, ils sont structurellement. Donc tu n'as pas du tout la capacité d'innovation et de croissance de l'entreprise. Non, si tu alloues, en fait, tu amendes tout simplement cette poche philanthropique qui mène des projets. Et nous, ce qu'on fait à l'intérieur du groupe, et je trouve ça très intéressant, j'aime à le partager parce que c'est quelque chose d'assez beau et d'assez nouveau, largement inspiré par d'autres, c'est de rapprocher les équipes philanthropiques des équipes business. Par exemple, quand on va faire des CODIR, rapprocher les équipes philanthropiques des équipes d'affaires pour que les deux comprennent bien ce que font les autres. C'est-à-dire que les équipes philanthropiques vont voir que créer de la valeur, c'est pas si simple, qu'il y a des gens qui travaillent dur d'une certaine façon pour créer de la valeur, on va pas se mentir. Et de l'autre, les équipes business, ils vont voir que une partie significative de la valeur qui est créée va vers ces sujets-là, avec des actions concrètes sur le territoire dont on a parlé tout à l'heure. On soutient aussi une quinzaine d'associations qui œuvrent pour la protection de la biodiversité. Et donc, ils vont se dire, tiens, ça donne du sens à ce que tu fais quand tu te lèves aussi le matin. C'est que je participe à une entreprise qui a pris ses responsabilités sur les grands enjeux. Et d'une certaine façon, une partie de mon énergie œuvre pour le bien commun via la mission philanthropique du fonds de dotation. Donc, nous, dans les CODIR, on va faire business et on va parler, voilà ce qu'on a fait, voilà qui on soutient, voilà ce qu'on a fait, etc. Donc, en fait, tout ça, ça s'articule autour d'une nouvelle approche. Et puis après, l'étape d'après, c'est de mettre la nature au conseil d'administration, bien sûr, faire voter le vivant. Voilà, c'est, comme on disait tout à l'heure, step by step, pour remettre au cœur du réacteur les choses qui nous semblent essentielles. C'est le socle puissant de la biodiversité, puisque tout repose finalement sur ce socle-là.
Rappelons que dans les peuples racines, et ça, quand on lit des scolas, c'est passionnant, le premier socle, c'est d'abord le socle de la biodiversité, ensuite, c'est le socle social, et ensuite viendrait, s'il devait y en avoir, l'idée même d'une création de valeur, alors que nous, occidentaux, c'est d'abord la création de valeur, un socle social, et encore, ça dépend, qui va de mieux en mieux quand même, et puis la biodiversité, on verra quand on aura le temps. Voilà, donc c'est remettre un peu les priorités dans un ordre un peu nouveau. Encore une fois, y aller de façon très radicale, mais pas à pas, mais avec un cap assez clair. Ok. Et ouais, hyper clair. Après, effectivement, ça vaudrait le coup d'aller creuser la structuration vraiment technique, parce que nous les gens là qui vont regarder cette vidéo, je pense ils réfléchissent autour du Steward Partnership, etc. Donc je pense qu'il y a pas mal d'appétit là-dessus. Mais après, là, pour aujourd'hui, je voulais bien creuser la partie un peu plus perso, en fait, parce que c'est quand même le moteur de départ. Ouais. Et donc, cette idée de die with zero, donc en fait, tu t'es déjà dépossédé de 80% des profits qui te reviennent de droit dans le système classique. Comment, même si tu as réfléchi à plein de trucs, mes questions, c'est comment tu le fais vraiment? Pourquoi 80 et pas 30, puis 40, puis petit à petit? Qu'est-ce que t'ont dit ta famille, tes amis, tes enfants, si t'en as? En fait, dès le début, il y avait cette discussion avec ma femme de l'idée de pas qu'il n'y ait pas d'héritage. Enfin, je suis contre l'héritage. Okay. Je transmets des idées, une formation, une éducation, mais je ne transmets pas de l'argent pour plusieurs raisons. Un, c'est pas forcément une source de bonheur d'hériter d'autant d'argent. Deux, on voit bien qu'avec le temps, en fait, on polarise les richesses et que c'est pas bon pour faire société, puisqu'en fait, au fil des générations, l'argent est détenu par de moins en moins de mains. Et donc, ça crée d'énormes inégalités, ce qui n'est pas pérenne non plus, il n'est pas durable. Ouais, ce qui est même un peu flippant, parce que quand on commence à se faire piquer les médias, les trucs, c'est ça. Donc, c'est très flippant parce que c'est pas pérenne et durable, et ça ne peut que provoquer des grandes frustrations et forcément des grandes ruptures. Ça ne peut pas durer, et c'est une des raisons des effondrements de civilisation quand on lit les bouquins, la distorsion énorme entre une petite caste qui capte l'essentiel des richesses et une grande majorité des gens qui vivent dans une grande précarité. Donc déjà en soi, c'est pas durable, c'est ça que je veux dire. C'est pas éthique, je trouve. C'est pas d'un point de vue. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas un cadeau forcément qu'on fait en transmettant une grande somme d'argent à quelqu'un qui n'a pas travaillé pour, qui a juste le mérite de bien être. Et puis, moi, je viens de rien. C'est aussi un écho à ma propre histoire. Je viens de rien. J'ai créé ça. Je trouve ça chouette. Je trouve ça sympa. Mais je préfère en faire quelque chose qui soit en lien et en cohérence avec qui je suis fondamentalement, que de finalement ne pas être en cohérence globale avec mon moi profond. Donc, ce que je veux dire par là, il y a une notion philosophique, spirituelle, personnelle. Et nous, dès le début, on avait dit avec ma femme qu'il n'y aurait pas d'héritage. Donc voilà, pour répondre sur un premier volet de cette question-là. Et tu avais dit, il y avait quoi d'autre? Ouais, la question, donc, ok, une décision de couple d'abord, de famille ensuite. Ouais. Et après, du coup, et tes amis, tes potes entrepreneurs. Ah oui, alors ça, c'est intéressant. parce que mes potes entrepreneurs qui sont encore en train de me dire tiens, Rodolphe, je viens de chercher en hélico. Tu vois, c'est intéressant parce que tu tranches avec l'écosystème global. Mais ce qui est chouette, c'est que, en fait, c'est de montrer que ta posture citoyenne, c'est pas une contrainte, mais que tu l'embrasses avec bonheur, ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je ne souffre pas, entre guillemets, d'avoir arrêté ou changé de vie, et c'est pas une contrainte en soi. Parce que, tu vois, je me suis nourri d'autre chose. Donc, la posture de dire finalement, j'ai abandonné, je sais pas moi, les voyages en business, les voitures, les trucs, enfin, l'archétype de ce qui fait l'entrepreneur à succès, je l'ai mis de côté pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure.
je me suis nourri d'autres choses et ça me va, je suis très heureux comme ça. C'est une posture, c'est pas une posture de taiseux à dire la façon dont les gens devraient vivre. C'est moi, je suis à l'aise et heureux dans cette façon d'apporter les choses. Et en fait, le bonheur que je retire de mettre ma petite pierre à l'édifice pour tenter de transiter vers ces grands sujets-là, le projet, par exemple, du Costil me remplit de joie. C'est-à-dire de me dire, le projet de du Costil en Normandie, oui, ok. Ouais. et de réensauvager et de voir ce qui se passe et de voir la vie revenir. Je me dis, si au moins monter mon entreprise et créer de la valeur, ça ne serait-ce que permis à faire ça, ça me remplit de joie. En fait, c'est de l'arbitrage. Et moi, donc, à titre personnel, très en adéquation et très heureux. La nature n'aimant pas le vide, de toute manière, à partir du moment où tu arrêtes quelque chose, tu te remplis d'autre chose. Et en fait, l'idée, c'est pas de stigmatiser, d'être moralisateur vers mes copains, vers les gens qui vivent dans le monde d'avant, comme je dis tout le temps, mais c'est plutôt d'être en posture heureuse et épanouie dans ce que tu fais. Et je pense que c'est bien plus fort parce qu'on se voit qu'avec le temps, petit à petit, il y a des idées qui font leur chemin. Et c'est comme si tu disais à quelqu'un qui fumait d'arrêter de fumer. S'il n'a pas décidé lui-même d'arrêter de fumer, il ne le fera pas. Et c'est plutôt de ne jamais juger, de ne jamais être moralisateur, de juste faire des choses et de les partager à un plus grand nombre et de montrer que finalement, c'est chouette aussi. Parce qu'en fait, le combat de la transition, il se joue aussi là, sur le récit dominant. Donc ce récit dominant qu'on est en train d'évoquer, si on le subit comme quelque chose qui est une contrainte vers lequel on n'a pas envie d'aller, on sait très bien que ça ne marchera pas et que ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, il faut vraiment battre le capitalisme sur entre guillemets, je mets plein de guillemets, mais battre le capitalisme sur cette idée du bonheur et du récit dominant. Voilà. Ouais, de rendre ça désirable, quoi. Exactement. Plus sexy que la Rolex. Et voilà, c'est ça. Quoique la Rolex, c'est une fondation actionnaire aussi, il me semble. Ouais. Et j'ai appris qu'ils redistribuaient. Alors là, c'est contre-intuitif, mais je crois qu'ils sont dans le canton de Vaud, mais je ne suis pas sûr. En Suisse, en tout cas, là où ils sont, ils mènent énormément de projets de soutien locaux, divers et variés. C'est assez fou. Donc, ils redistribuent pratiquement tout. Enfin, c'est méconnu, mais en fait, ils mènent des très belles actions. Voilà. Ok, ouais, Bosch aussi, ouais. Pour le coup, en creusant dans cette partie de l'Europe, il y a des histoires vraiment impressionnantes. Assez belles. Ok. Et c'est quoi ton chiffre un peu ça doit être quand même vertigineux de se dire, bon, j'ai quand même bâti un petit empire, il y a des ressources, voilà, petit à petit, tu t'en dépossèdes. 100% sera plus avec toi. Ça arrive quand? C'est quoi ton chiffre, un peu ton matelas de sécurité? Genre, si c'est la merde, c'est quoi le plan, quoi? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que ça, c'est vrai que tu te dis, bon, c'est quoi le minimum dont j'ai besoin? Alors, je te donne un exemple d'un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Le mec qui a fondé les duty free, hyper discret, tu vois, alors respect total. Il a monté un empire qui fait 7 milliards. Il a gardé 2 millions de dollars sur son compte à la fin de sa vie et un petit 2 pièces pour vivre avec sa femme. Donc voilà, bon, ouais, son rapport, enfin moi ça m'a fait beaucoup rire qu'il ait distribué de son vivant. Okay. Et c'est aussi le sujet qu'on est en train d'évoquer, toute sa fortune. Et lui, le matelas qui lui semblait, tu vois, c'était 2 millions de dollars sur son compte quand il est mort. Avec un petit 2 pièces et un petit appart. Et un petit appart. Donc voilà, bon, j'ai pas une entreprise qui fait 6 milliards. Nous, on arrive à peu près à une centaine de millions d'euros. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ouais, c'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce que je garde en petit matelas de sécurité, tout ça. Bon, moi, je vais être transparent. Il y a des murs que je possède de boulangerie dans lesquels je touche un loyer. Et ça me suffirait amplement pour pouvoir, si demain j'avais plus rien en termes d'affaires, vivre très confortablement. Donc, tu vois, ce genre d'approche, elle est naturelle chez l'être humain parce que dans la notion de liberté, où est-ce qu'on met les curseurs pour se sentir poussé complètement à l'aise ou cas où, c'est la fameuse poire pour la soif. Bon, moi, je te le dis, c'est vraiment, j'ai quelques murs qui, si demain je devais tout donner en termes d'affaires, et c'est probablement la direction que ça prendra, backuperait en fait ces petites poires pour la soif. Voilà, transparent. Ok. Mais quand même, c'est quoi
toi-même en mensuel, pour toi, un peu, si tu avais un chiffre de jusqu'à la fin de ma vie, si j'ai ça, je suis peinard. Ouais. Je me sens peinard, non, mais je peux vivre heureux, quoi. Oui, en termes de valeur absolue. Ouais, valeur ou mensuelle ou valeur absolue où tu te dis, ok, je vais pouvoir gérer, tu vois. Parce que quelqu'un qui part de rien, mais Ouais. C'est vraiment très difficile cette question. Parce que tu sais, c'est hyper difficile parce que déjà, quand tu es entrepreneur, c'est dur à dire parce que les gens, ils te. L'autre fois, j'ai été convoqué pour une histoire marrante au poste de police, parce que c'est des clients, les commissariats, souvent, ils sont clients dans les boulangeries, c'était super sympa. Et j'étais convoqué pour une histoire de 7 sur 7. Et ils me disent, monsieur Landman, est-ce qu'on peut venir là-bas? Et ils me disent, ils te demandent nom, prénom, machin, tout ça. Ils étaient tous là. Ils me disent, c'est quoi vos revenus? Et je dis, j'en sais pas, je sais pas. Et ils me disent, allez, dites-moi, arrêtez, faites-nous honte et tout. Je dis, vraiment, je vous assure, je sais pas. Parce qu'en fait, nous, il n'y a pas cette notion, quand on est aux manettes de sa boîte, de revenus à proprement parler, parce que ça dépend de la santé de la boîte dans l'année. Est-ce que si c'est compliqué très vite, on va dire, je prends rien parce que j'ai besoin que la boîte aille bien. Enfin, tu vois, il y a la notion du prorata de la bonne santé de la boîte. C'est-à-dire, elle va bien, je vais prendre de l'argent. Elle va pas bien, je vais pas en prendre. Et puis, en fait, on est tellement happé, un peu comme un vortex, par les projets, et puis le fait est de vivre de passer une partie de tes dépenses sur l'entreprise, que finalement ta façon de vivre au quotidien, elle est très différente qu'une fiche de paye classique. Mais j'ai pas réfléchi à ce genre de questions parce que je te dis c'est même pas des sujets sur lesquels on s'arrête en fait. Ok. Mais en fait mes copains, tu vois, autour de moi, les gens ils disent mais c'est pas péjoratif, mais ils me disent c'est incroyable, tu vis comme un salarié, je n'ai pas de voiture, je prends plus l'avion, je veux dire, je fais tout en métro ou en vélo. Et ils me disent, tu sais, l'autre fois, j'ai un juriste qui m'attend pour visiter un truc qui était un truc de business. Donc le gars était en grosse voiture, machin, et moi j'arrive en vélo. Et il s'arrête comme ça, il me dit, mais non, mais il faut que vous veniez parler de ça. Il m'en a parlé pendant 10 minutes, il me dit, je veux que vous veniez parler de ça chez nous. Parce que lui, il s'attendait, Rodolphe Landman, il va arriver avec une grosse berline et tout ça. J'avais arrivé avec un vélo tout pourri. Et le gars, il n'a pas. Ça, ouais, c'est ce que tu dis, en fait. C'est en le vivant que tu plantes la graine qu'il faut et tu n'as pas besoin de. Ouais, mais j'avais même pas fait attention, en fait. C'était marrant, tu vois. Et il m'a demandé donc de venir témoigner auprès de ses collègues. Voilà. Donc, encore une fois, tu vois, c'est même pas conscientiser ce qu'on est en train de dire. C'est juste que probablement, nous, ce qui nous anime, c'est les rêves et l'envie de mener des projets qui sont en lien avec nos rêves. Et moi, je suis profondément amoureux du vivant et de la vie sur Terre. Ça m'affecte énormément de voir que les écosystèmes s'effondrent. Et le plus beau cadeau que je puisse me faire, c'est d'avoir cette capacité un peu financière de soutenir des projets que je trouve bien plus importants que la possession matérielle. Ok. Et après, alors, je me dis, ok, donc tu as fait tout ce chemin et il y a quand même un atterrissage où, pour le moment, tu as donné une fondation, mais tu la gères encore. Et après, comment tu te dis, vas-y, je lâche tout, soit parce que je suis plus là, soit parce que je fais autre chose. Ouais. Et à qui tu donnes, quoi? Parce que normalement, tu revends ta boîte et puis il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Là, il y a quelque chose. Comment tu vois le truc? Alors, moi, je me suis dit, si le projet tient 20 ans post-mortem, après ma mort, je trouve ça déjà sage comme approche. J'aime l'idée de la finitude et j'aime l'idée que tout a une fin, que ce soit une vie ou une entreprise. Je pense que beaucoup de gens, d'ailleurs, ont du mal à aborder ces questions qui sont des questions un peu philosophiques. Mais j'aime beaucoup l'idée de la naissance, de la pérennité, d'une fin. Et en fait, j'accepte qu'à un moment donné, il y a une fin pour tout, mais par contre, il n'y a pas une fin pour les idées. Et en fait, le plus beau, c'est de transmettre plutôt des idées plutôt que de transmettre du matériel ou du concret. Les idées, c'est immortel. Et du coup, me dire qu'à la fin, il y aura une fin de mon entreprise, du projet dans sa globalité, mais par contre, les idées qu'on est en train de partager tous ensemble, elles dureront si elles s'imposent naturellement parce qu'elles sont assez fortes. C'est très Nietzschéen, c'est ce qu'il disait. Il n'y a aucune forme d'idée, mais quand l'idée est suffisamment puissante et forte,
elle s'impose d'elle-même. Et donc, si cette idée-là, elle est suffisamment puissante et forte, elle restera et elle se pérennisera. Et puis voilà, on est juste des passages de témoins. Parole de boulanger. Exactement. C'est canon. Bon, et je suis désolé, j'ai pas reçu les questions en live. Donc, s'il y a une question qui traîne, je veux bien la prendre, mais je ne vois pas où elles sont. Mais sinon, wow, moi, ça m'a vachement nourri, quoi. Merci. Hyper Merci inspirant, Rodolphe. Franchement. Et c'est bien de pouvoir, en fait, avoir des vrais exemples concrets de quelqu'un qui a déroulé la pelote avant toi. Franchement, ça donne envie de le faire. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir un groupe qui fait 100 millions pour commencer à se poser ces questions. Moi, je recommande le livre de Peter Singer, L'altruisme efficace, qui montre en fait plein de profils divers et variés qui ont décidé à un moment donné des fois de vouloir créer de la valeur pour s'en déposséder parce qu'ils avaient envie de maximiser leur impact. C'est passionnant ce livre-là. C'est qu'aussi on peut se dire que dans notre vie, on a aussi envie de mettre, je sais pas, son dynamique, son énergie, son intelligence, ses capacités diverses et variées, chacun en a, ses aptitudes au service d'une cause plus belle et plus noble, tout en étant très heureux. Canon. Eh ben, écoute, je vais te dire, on va te dire au revoir, merci. Et puis, si jamais un jour on a l'occasion de creuser toute la partie un peu technique, mais qui est quand même, pour ceux qui aiment ça, sympa de vraiment creuser la gouvernance et pourquoi la fondation actionnaire, qu'est-ce qu'elle peut faire et les droits, ce serait avec grand plaisir, peut-être à un autre moment. Il faudrait le faire avec Virginie Segers pour les choses techniques, c'est passionnant, mais c'est vraiment intéressant. Canon. Génial, et ben merci Rodolphe, et puis au plaisir de suivre toutes tes aventures. À bientôt Valérian.